On entend souvent dire que les États-Unis ont une créationnite aiguë. Et de loin, cela peut sembler être vrai. Ils ont des lobbies surfriqués qui bâtissent des musées de la création, le président jure sur la Bible, et dans leur série, ils peuvent pas bouffer avant d'avoir remercié Jésus pendant 50 minutes. Mais en fait, ce n'est pas si simple. C'est juste que leur sécularisation s'est faite d'une manière particulière, et que les laïcités sont toutes différentes. Et c'est justement pour défendre les luttes de leur système éducatif que je vais pour une fois sortir de ma neutralité, et afficher mon point de vue d'emblée. Si dans leurs films il y a toujours des gentils et des méchants, et ben dans cette vidéo, il y aura aussi des gentils et des méchants. Et après tout, pour couvrir des procès, la forme belliqueuse a peut-être du sens. Et si j'ai l'habitude de cracher abondamment sur ce que les États-Unis représentent, je n'aime pas non plus qu'on dise n'importe quoi. Et nous nous devons de leur rendre honneur à travers quelques procès célèbres qui ont vu les évolutionnistes gagner sur à peu près tous les tableaux. Curieux dans un pays apparemment si bigot. Alors ne tardons pas plus, et attention, pour la première et peut-être la dernière fois, je vais dire du bien des États-Unis. Tennessee. Scopes. Il est interdit dans l'université, l'école normale ou toute autre école publique du Tennessee d'enseigner une théorie qui nie l'histoire de la création divine telle qu'elle est révélée dans la Bible et d'enseigner que l'homme descend d'une forme primitive d'animaux. Tennessee Code, titre 49, 13 mars 1925. Je ne sais si vous soutenez ce genre d'article, mais en 1925 aux États-Unis, il y a une association laïque qui n'a pas du tout aimé ça. C'est l'American Civil Liberties Union, ACLU. Elle choisit alors de s'attaquer à cet article, qui est connu sous le sobriquet de Butler Act, du nom de son rédacteur, John Washington Butler, un fermier. Non, vraiment, il était fermier. Bon, le maire de mon dernier bled l'était aussi, mais je crois pas qu'il ait jamais écrit une loi. Mais, pour s'attaquer au Butler Act, l'ACLU doit ruser, car les États-Unis fonctionnent d'une manière particulière en termes de justice, un héritage du Royaume-Uni et de leur histoire personnelle. Pour faire court, les États-Unis n'ont pas de loi a priori qui dicte le droit. Ils rendent des jugements et en font a posteriori des lois. Du coup, il n'existe pas de conseil constitutionnel ou de conseil d'État pour contrôler les lois et leur application. Si une loi pose problème, elle doit elle aussi passer en jugement, si on peut dire. Le seul recours est alors non une autorité qui décide si la loi est bien appliquée, mais un tribunal qui statuera si la décision peut faire jurisprudence, et seulement alors, la Cour suprême tranchera en faveur de l'application ou de l'inanité de la loi visée. Et bien c'est exactement sur cela que compte l'ACLU. ACLU, ACLU, parce que ACLU c'est chiant à dire. Donc c'est sur ça que compte l'ACLU, pour attaquer le Butler Act, et faire casser cette loi qu'elle juge bien peu laïque. Mais qui dit procès dit accusé. L'ACLU lance donc un appel à témoins, ou plutôt un appel à suspect, pour trouver quelqu'un qui accepterait de se faire accuser d'enseignage évolutionniste, je sais même pas comment on peut qualifier ça, et elle aura une réponse. John T. Scopes est un professeur accusé le 5 mai 1925 d'avoir enfreint le Butler Act en enseignant à ses élèves la théorie de Darwin ou théorie de l'évolution. Le moment est déterminant car les années 20 sont des années charnières dans plusieurs parties du monde, et aux États-Unis, c'est la période où vont se dérouler les premières algarades entre créationnistes et évolutionnistes, et Tennessee vs Scopes tombe à point nommé pour cela. La vision des libéraux contre la vision des conservateurs? Pas tout à fait, et peut-être même l'inverse en fait. Le procès fit immédiatement tant d'écho que la presse accourut en masse afin de couvrir les débats de ce qui sera appelé le procès du singe. Contrairement, une fois de plus, à ce que l'on peut penser, les États-Unis n'étaient déjà pas, à l'époque, dans un statu quo fondamentaliste qui savait la partie gagnée, pas du tout. Le procès fut suivi avec passion, et non comme une chasse aux sorcières faite par des arriérés primaires. Des singes, quoi. Et pourtant, on est dans le Tennessee, État qui n'est pas réputé pour... c'est pas l'Alabama non plus, mais... Bon bref, vous m'avez compris. Ce n'est pourtant pas le seul État à avoir promulgué sa loi Passion-Création. Plus d'une dizaine d'autres ont fait de même à l'époque, car l'évolution était à la mode, et, comme pour se protéger et couper l'herbe sous le pied du débat avant même qu'elle ne pousse, on faisait passer des articles de cet ordre. Ce fut le premier procès des États-Unis à être diffusé par radio de la côte Est à la côte Ouest, ce qui explique en partie son succès. Pour les gens qui l'ont vécu, il était la première grande affaire juridique médiatisée. John Scopes jouera donc son rôle d'accusé fantoche, en échange l'ACLU lui fournira des moyens, et notamment l'avocat Clarence Darrow, que Christophe Ondelat qualifierait sûrement de ténor du barreau. Darrow est un agnostique, pugnace figure des droits civiques, bref, un libéral de gauche. Et il fallait bien ça, car en face, pour l'accusation, il y a un autre ténor du barreau. William Jennings Bryan, défenseur de fondamentalistes, candidat à la présidence anti-impérialiste, bref, un conservateur de gauche. Et sous ces deux bannières se rassemblent deux camps qui luttent pied à pied pour statuer sur le cas du singe.
D'un côté, avec Darrow, on juge qu'il est anormal que le Tennessee Code impose l'éducation biblique, car si les États-Unis forment un pays qui n'est pas réputé pour sa mécréance, ça on est au moins d'accord là-dessus, il est en revanche connu pour sa farouche défense de toutes les libertés. Une emprise éducative est jugée peu éloignée d'une emprise morale. Et si l'on commence à nous dicter que penser, qu'est-ce qui nous distingue de ces fous de bolcheviks qui assassinent à quelques encablures de l'Alaska ? De l'autre côté, avec Brian, on est fermement opposé au darwinisme, car il représente la loi du plus fort. Selon lui du moins. Si l'on enseigne aux enfants que les espèces sont sans cesse en conflit et que disparaissent les plus faibles, comment créer un monde pacifié où les plus humbles seraient à l'abri du besoin, comme le souhaitait l'avocat démocrate ? Il faut pas oublier que la Première Guerre mondiale, c'était hier. Elle a autant heurté Brian que ses contemporains, si ce n'est plus, qui y voient une manifestation de la nature belliqueuse et hostile décrite, selon lui, par le darwinisme. Ce procès est donc un enjeu qui dépasse de très loin le cas particulier de John Scopes, devenu presque le témoin, sans mauvais jeu de mots, de son propre procès. De tout le déroulement de celui-ci, il ne prononcera qu'une seule phrase. Et ce sera après le verdict en plus. En réalité, ce qui se joue alors sous la chaleur écrasante du Tennessee, c'est l'affrontement entre deux visions de la liberté d'enseigner. La liberté de choisir l'évolutionnisme pour ne pas influencer les enfants, et la liberté de choisir le créationnisme, car les contribuables ont leur mot à dire sur l'éducation qu'ils financent. Le procès sera âpre, mais pas sanglant. Les deux hommes se connaissent assez pour savoir qu'ils ne pourraient gagner sur des pirouettes, ils multiplieront donc les charges et les coups d'esprit. Par exemple, lorsque Darrow se verra refuser la possibilité d'appeler des experts à la barre, il convoquera directement Brian comme expert de la Bible. L'échange fut salé, notamment grâce à quelques questions assez gênantes sur la femme de Caïn. En effet, Adam et Ève n'ayant pas eu de fille, comment Caïn a pu avoir une lignée si ce n'est... Bref. Ou d'autres sur la durée de la création du monde. En effet, Dieu ne créa le soleil qu'au 3e jour. Du coup, comment 2 jours ont pu passer si le soleil n'était pas encore là pour faire le jour ? Et si Darrow ressort vainqueur de la joute grâce à une répartie débordante, John Scopes est finalement condamné le 21 juillet 1925 à une peine exemplaire. Une amende de $100. Tout ça pour ça. Le jury a mis 9 minutes à délibérer. Tout ça pour une peine symbolique. Et en disant ça, on se dit, John Scopes est finalement accusé d'avoir enseigné l'évolution, il est condamné, les évolutionnistes perdent, on se dit que Darwin perd, et que décidément, les États-Unis, c'est des putains de bouseux. Mais ce faisant, on oublie le principal. Le droit. Et il faut le comprendre. Le droit, ce n'est pas pour les fillettes en sandales avec des sucettes. John Scopes a enfreint une loi. Que celle-ci soit inique ou non, c'est la loi. Et si la peine paraît dérisoire au vu du procès d'envergure nationale et du débat qu'il entretient encore aujourd'hui aux États-Unis, et bien une fois de plus, c'est la loi. Il n'avait pas à être condamné davantage, ou alors à $500, ce qui était la peine maximale, sous prétexte de la teneur et de l'ardeur des séances. Victoire des créationnistes sur le papier, mais au vu de la sentence, on doute que cette victoire ait quoi que ce soit d'éclatant. Mais la CLU le savait très bien, ils étaient condamnés à perdre. C'était la condition de révision du Butler Act. Il fallait que cette affaire passe au tribunal pour que la loi soit discutée. Et au final, Darrow a joué si finement que pour une bonne partie de l'opinion publique, c'est la défense qui a gagné. Encore une fois, c'est une victoire déjouée des créationnistes, mais de facto des évolutionnistes. Une telle victoire que Darrow sera célébré pour ses plaidoiries qui, pour certaines, resteront dans l'histoire, alors que Brian décédera 5 jours plus tard. Bon, tout cela est sûrement fortuit, même si des petits malins racontent que Darrow l'avait tellement déstabilisé sur les contradictions contenues dans la Bible, que cela fut peut-être trop pour l'avocat, raillé dans les médias pour ses méconnaissances, alors même qu'il avait écrit un ouvrage sur la véracité du livre saint. Malgré tout, la Cour suprême rejettera toute possibilité d'appel de l'ACLU, et le Butler Act ne sera révisé qu'en 1968. Si le constat peut sembler d'échec, il fut en fait une réussite, non en justice, mais dans les têtes. Il deviendra la pierre angulaire des procès à venir. Et pour les créationnistes, cet échec ne sera qu'un chaos et non une défaite. Si la science a gagné dans les esprits, soit, la science gagnera. La science créationniste gagnera. Upperson. Arkansas. En 1966, à Little Rock, Arkansas, Susan Upperson, professeure de biologie, reçut de nouveaux manuels pour ses élèves, dont un chapitre était dédié à Darwin et à l'évolution, alors que l'enseignement de cette théorie était interdit en Arkansas. Elle se trouva donc face à un dilemme. Enseigner l'évolution, c'est son métier, ou taire ce chapitre, c'est la loi. Évidemment arrive la CLU.
Epperson, aidé par l'association comme le fut John Scopes, attaqua donc l'État de l'Arkansas avec le soutien du syndicat de la National Education, afin de faire valoir l'anticonstitutionnalité de cet équivalent du Butler Act. Contrairement à Scopes, le tribunal lui donna raison. L'article fut jugé contraire au droit constitutionnel de liberté d'expression, et elle obtint donc gain de cause, tout en étant garantie de conserver son emploi. Vous vous dites que c'est allé vite, hein? C'est parce que c'est la suite qui devient intéressante. Un an plus tard, la Cour suprême d'Arkansas vint s'en mêler et cassa la décision du tribunal précédent, au motif que, certes, il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi la liberté de décision des États de fixer les enseignements dans les écoles publiques. Nous sommes en gouvernement fédéral, souvenons-nous-en. Et c'est reparti pour le débat du premier procès du singe. Ce que défendaient les partisans de William Jennings Bryan était que les contribuables payaient pour l'école, ils pouvaient donc décider de ce qui y était enseigné. En 1968, Susan Epperson fait donc appel à la Cour suprême des États-Unis pour casser la décision de la Cour suprême d'Arkansas, qui avait cassé la décision du tribunal du comté. J'en peux plus. Une décision importante, même si cette affaire est probablement un peu moins intéressante que les autres, car la Cour suprême se concentra essentiellement sur la question du pouvoir de l'État quant au contenu des livres scolaires, et non sur l'opposition créationniste-évolutionniste. Non pas que cela soit inintéressant, mais je préfère les histoires de grands évêques et de petits singes aux histoires de cahiers à grands ou à petits carreaux. Il est toutefois très intéressant pour une chose. La Cour suprême des États-Unis cassa la décision de la Cour suprême d'Arkansas, car elle jugea que la loi, qui interdisait l'enseignement de l'évolution, le faisait pour favoriser la création telle que décrite dans la Genèse. Genèse dans la version du Nouveau Testament. Nouveau Testament qui est le livre des chrétiens. Chrétiens qui représentent une religion. Et ça c'est intéressant, car typiquement états-unien. Ce n'est pas la religiosité de l'enseignement qui est alors en cause, c'est son expression monopolistique. La Cour a considéré qu'on ne pouvait favoriser une religion, en l'occurrence le christianisme, dans son expression protestante, au détriment de toutes les autres. Et c'est ce qui fait une des spécificités des États-Unis. Certes, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État comme il en existe dans d'autres pays, mais cela ne veut pas dire que l'État et la religion sont liés. La laïcité, notamment défendue par la CLU, ne dit pas « nulle religion n'a à s'exprimer dans la société », elle dit « nulle religion n'a à s'exprimer à l'école publique ». Epperson et la CLU gagnent leur appel, mais je vous l'accorde, cette affaire a un petit goût d'inachevé. Et de fait, elle n'est qu'un préambule, car l'Arkansas n'en est qu'à son premier procès. Et le suivant sera bien plus édifiant. McLean, Arkansas. 27 mai 1981. Une troupe assez hétéroclite vint déposer plainte contre l'État de l'Arkansas. Et pour la première fois, cela ne vint pas d'un professeur d'une obscure école provinciale, mais directement d'associations religieuses, des catholiques, des juifs, mais surtout des protestants, qui se joignirent au parti civil, parents et enseignants, autour du révérend méthodiste William McLean. En cause, l'acte 590, passé quelques semaines plus tôt, qui demandait l'égalité de traitement pour la science de la création et la science de l'évolution. Mais, comme pour notre cas précédent, le problème de la pluralité se pose immédiatement. La défense expliquera qu'il s'agit avant tout de développer l'esprit critique en apportant plusieurs points de vue sur le monde, le point de vue de la science de l'évolution étant complété par celui de la science de la création. C'est après tout pas une mauvaise chose que de présenter diverses théories et laisser les enfants choisir. Et si cela peut ressembler à du bon sens, les plaignants avaient une réponse toute trouvée. Pourquoi le faire en cours de science? Cela sera un des axes majeurs du procès. La théorie mise en question se nomme science de la création, mais jusque-là, peu se sont interrogés sur le fait de savoir si il s'agissait bien d'une science. Le juge William Overton va donc faire rédiger des chartes et des questionnaires, faire intervenir des experts, constituer des dossiers, avec comme objectif de définir ce qu'est une science, et comme matériel, les manuels de cours de l'Arkansas. Après des heures de grattage, ressort une description de ce qu'est la science. Elle est basée sur des lois naturelles, elle doit être expliquée par ces lois naturelles, elle est vérifiable empiriquement, elle émet des conclusions qui ne sont pas nécessairement définitives, elle est réfutable. Et sur tous ces points, l'évolution est jugée comme la science, et la création est jugée comme pas la science. Pas que ce n'est pas la vérité, hein, mais que cela n'a rien à faire dans un cours de science. Et patatras. Le 5 janvier 1982, le juge Overton rend son jugement. L'acte 590 fut promulgué avec l'intention spécifique de favoriser une religion, et en cela, il constitue une infraction à la clause d'établissement du premier amendement, le garant de la liberté de parole et de pensée aux États-Unis. Victoire des plaignants. Les partisans de la science de la création sont non seulement identifiés comme des prosélytes anti-laïques, mais leur science est aussi déclarée pas la science du tout. Si cette nouvelle défaite des créationnistes est un pas important, elle n'empêche pas les autres États de continuer à appliquer des politiques scolaires similaires. Et habituez-vous-y, si ce n'est déjà fait,
Créationnisme rime parfaitement avec acharnement. Edwards Aguilar. Décembre 1986, Louisiana. Dans la droite ligne des procès précédents, un professeur, encore un, Don Aguilar, se soulève contre un acte fédéral très original, l'égalité de traitement pour la science de la création et la science de l'évolution. Si cela vous rappelle quelque chose, c'est sûrement votre esprit qui divague. Il attaque donc le gouverneur de l'État, Edwin W. Edwards, en appelant au pouvoir de la jurisprudence. Et lors de la défaite de l'acte 590, justement, l'Arkansas n'avait pas cru bon faire appel. Les créationnistes de Louisiana, eux, seront plus véhéments et porteront l'affaire devant la Cour suprême. Bien mal leur en prit, car ils perdirent. Lors du rendu de son jugement, la Cour suprême nota qu'il n'y avait pas de vérité absolue et a priori de la science de l'évolution, simplement que si on devait la mettre en balance avec une autre théorie, alors celle-ci devait absolument être séculaire, autrement dit, laïque. Souvenez-vous-en, car ce qui pourrait paraître un détail va être déterminant dans la nouvelle métamorphose du créationnisme. Et la science de la création, en plus d'être pas la science, fut déclarée pas la laïcité. Et soudain, l'enseignement de la science de la création devient anticonstitutionnel. Une fois de plus, l'enseignement à part égale de la création avec l'évolution est reconnu comme infraction à la clause d'établissement du premier amendement, mais cette fois devant la Cour suprême. Pas mal, hein? Et c'est cela dont je parlais en introduction. On a beau dire que les États-Unis sont peuplés de cubénis qui croient n'importe quoi, que les créationnistes sont partout, jusqu'à la Maison Blanche, mais c'est justement parce que les luttes contre ces gens sont acharnées qu'on en entend autant parler. Dans l'ombre de cela, des cours de justice se rassemblent à chaque décennie pour les mettre en défaut. Je ne souhaite redorer le blason de personne, j'ai suffisamment de mal à dire sur ce pays, mais ne le faisons pas pour de mauvaises raisons. En ce qui concerne le créationnisme, ils en sont submergés, mais ils se défendent, et des gens se battent pied à pied dans les cours d'école comme dans les cours de justice pour ne pas les laisser passer. Moment Chuck Norris terminé, hein. Passons à notre dernier procès. La science de la création ne favoriserait qu'une religion, hein. C'est noté. La théorie de l'évolution ne doit être contrée que par une autre théorie laïque? Soit. Le créationnisme en tirera les conséquences, en nous faisant un joli dessin. Kitzmiller. Dover. Dover, Pennsylvania. Un professeur de biologie, Bill Buckingham, encore un professeur, hein? Non, ce coup-ci vous allez voir, c'est très différent. Bill Buckingham, donc, décide qu'il est inconsidéré de n'enseigner que la théorie de l'évolution à ses élèves et de leur bourrer le crâne avec des sottises telles que l'homme descend du singe. Je vous avais dit que c'était différent. Il s'insurge et obtient dans sa hiérarchie que une note soit lue devant les élèves disant que la théorie de l'évolution, comme son nom l'indique, n'est qu'une théorie. Et qu'en cela, elle peut être contredite par d'autres, tel l'intelligent design, le dessin intelligent, qui est présenté dans un manuel qui, s'il n'est pas lu en cours, est en accès libre à la bibliothèque. Il ne fallut pas longtemps pour que Tammy Kitzmiller et plusieurs autres parents d'élèves attaquent le centre éducatif de leurs enfants. En cause, la note demandée par Buckingham et le manuel qui s'y trouve mentionné, Of Pandas and People, faisant la promotion du dit dessin intelligent. Car bien sûr, les gens ne renoncent pas, et lorsqu'ils échouent, ils préfèrent changer de nom plutôt que de changer de combat. Si la science de la création avait prouvé sa non-science, les créationnistes durent changer leur fusil d'épaule. Ils offrirent donc une variation sur la théologie naturelle, en cachant les noms de Dieu sous le terme intelligence, ce qui n'est bien sûr qu'un cache-sexe. Car si un dessin design, il n'a pas besoin d'un designer. Ou plutôt ce designer peut être n'importe quoi. Dieu, moi, le Beaujolais nouveau, peu importe. Ainsi, le front s'élargit. Le créationnisme peut faire peur, alors que l'explication d'une évolution guidée semble bien plus séduisante, et n'est pas a priori une revendication religieuse, ce qui avait justement été déclaré anticonstitutionnel. Quelques concessions, certes, mais qui ratissent plus large. Plus large. C'est ce qui constitue la force de l'intelligent design. Il attire des scientifiques, des vrais, qui résolvent ainsi leurs contradictions en piochant ce qui les convainc dans les livres saints et ce qui les arrange dans les livres de science. Ce changement est donc un petit mal pour un énorme bien. Et comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Le manuel incriminé par les parents d'élèves, Of Pandas and People, fut écrit avant notre dernier procès, mais au vu de la débâcle juridique, ces auteurs ont dû revoir leur procédé. Ils se sont gratté la tête pendant des mois, avant d'enfin trouver la parade ultime. Remplacer toutes les mentions de création par dessin, et toutes les mentions de créationniste par partisan. Waouh. Et malgré cette stratégie ninja, la clue vit claire dans le jeu des créationnistes. Alors que franchement, c'était dur à deviner. Elle se mit donc en tête de reproduire ses succès passés en se concentrant sur le nouvel adversaire, le
Discovery Institute. Principal promoteur de l'intelligent design, formé une quinzaine d'années plus tôt, le Discovery Institute a pour cheval de bataille l'enseignement dans les écoles de ce qu'on appelle souvent un néo-créationnisme. Bien que cela soit joué sur les mots, parce que c'est du créationnisme avec un emballage différent, il n'y a pas grand chose de néo là-dedans. Pas très subtil donc. En tout cas pas assez. Kitzmiller et une dizaine de parents d'élèves portent donc l'affaire devant les tribunaux, avec l'aide de la CLU, afin de démontrer que, sous de nouveaux atours, c'est bel et bien le créationnisme qui revient en force. Grâce au principe de jurisprudence, ils peuvent avancer que de tels cas ont déjà été jugés, et que l'État avait donné tort aux défenseurs de la création. Comme lors du procès McLean versus Arkansas, les plaignants citèrent moult témoins, théologiens ou philosophes croyants, qui vinrent pourtant incriminer le dessin intelligent. Un détail qui n'en est pas un, insistant, s'il en était encore besoin, sur le fait que le conflit créationniste-évolutionniste n'est pas une fracture bipolaire entre tenants et sceptiques, mais un nuancier dans lequel des profils radicalement différents s'affrontent pour les causes qu'ils estiment les plus justes. Le procès s'achèvera au bout de 40 jours. La durée du déluge, ce qui amusera les avocats des deux parties. Et la décision rendue par le juge John E. Jones III est édifiante. La nature religieuse de l'intelligent design est manifeste aux yeux d'un observateur objectif. Les écrits des partisans de l'intelligent design révèlent que le designer présenté par leur théorie est le dieu du christianisme. Les preuves apportées au tribunal démontrent que l'intelligent design n'est rien d'autre que l'enfant du créationnisme. La preuve incontestable fut établie que l'intelligent design n'est pas une alternative à l'évolutionnisme, car elle n'est pas une théorie scientifique. En accord avec tous ces points, il est clair que la posture laïque proclamée par la défense masque son but réel, qui est de promouvoir la religion dans l'école publique, ce qui est une violation de la clause d'établissement. Défaite du dessin intelligent. C'est un mouvement religieux, cette religion est le christianisme, ce n'est pas une alternative scientifique, son enseignement est anticonstitutionnel. Point final. Je dis stop. Arrêtez. Ah parce qu'il faut aussi des chansons. Oui, stop. C'est assez. Mais non mais c'est pas... À l'école, ils ne veulent plus de Dieu. Au lycée, ils ne veulent plus de Dieu. Encore une fois, on ne peut nier que les États-Unis ont des problèmes sur plein de points. Mais il est primordial, quand on veut traiter intelligemment d'un problème, de commencer par ne pas raconter n'importe quoi sur tous les sujets. Et du coup, d'un côté comme de l'autre, de ne pas se laisser avoir par des préjugés basés sur de belles paroles. Les États-Unis gna 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 d'un côté, les censeurs gna 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 de l'autre, car à ce compte-là, on n'a pas fini. Et moi aussi, je peux me mettre à raconter n'importe quoi sous prétexte que ça rime. Bon, en conclusion... Permettez que je me répète, car j'aimerais que cela soit clair. Si les enseignants mènent une guerre, c'est car tout se joue dans les têtes. Et c'est parce qu'ils sont acharnés, au moins autant que leurs adversaires qui sont aussi vifs et volontaires, qu'on en entend autant parler. On se représente un pays soumis au pire des fanatismes où les rationalistes sont haïs au profit du créationnisme, mais face à eux, des gens résistent, luttent avec hargne et véhémence pour que la Genèse ou le Christ n'ait rien à faire en cours de science. Les tuniques noires au col blanc ont plusieurs significations, qu'ils soient juges ou révérends, et pour ou contre l'institution. Les néo-créa BA, cachés par la béasse pour l'abêtissement, quand dans le même temps, tant rendant pour dents, refusant de rendre gaga leurs enfants, ils sortent gagnants devant la laïcité du petit Béni qui dans sa cité bénit papa qui l'a cité pendant son bénédicité. Non mais moi aussi je peux le faire, hein. T'es sûr de ta conclusion ? Arrêtez.